et Oran. Oui, les Colombiens entre eux pour l'instant. On a vu Bernal en pleine discussion avec Esteban Chavez. Et puis là donc Nairo Quintana avec Rigoberto Urán. Ouais, ça parle de pays. Et oui, bien sûr. Ah oui, une vraie solidarité entre Colombiens, même si évidemment ils ne sont pas tous dans la même formation. Attention, je me réveille. Et alors là, en plus, ça vaut le coup de se réveiller parce que on est vraiment dans un des très très jolis villages qui est à l'abri d'une sorte de hauteur qu'on appelle le Bahut de Saint-Janet. Et nous sommes donc dans le village de Saint-Janet, qui était autrefois ceint de tout un rempart médiéval. Ce village est en effet situé sur la frontière historique entre le royaume de France et le duché de Savoie. Il y a beaucoup de ces villages qui sont sur la frontière et qui ensuite, au moment de l'annexion, à partir en tout cas de 1860, sont devenus bien sûr pleinement français et ont perdu un petit peu leur raison d'être d'un point de vue militaire. C'est dans ce village qu'a été tournée une scène magnifique, vous savez, du film La main au collet d'Alfred Hitchcock, avec Cary Grant et Grace Kelly. Grace Kelly qui, au cours du tournage de ce film, a rencontré le prince régnier et va devenir la princesse Grace de Monaco, bien entendu. Un film incroyable, To Catch a Thief en anglais, 1955, sous la caméra d'Hitchcock. On a fait là une course-poursuite terrible dans les fameuses Mercedes. C'était des Mercedes 190 SL, là, magnifiques. D'ailleurs, on dit qu'à la sortie du tournage, Grace Kelly avait été tellement éblouie par ces voitures qu'elle s'en est acheté une pour elle. Et qui n'a jamais quitté la région, finalement. Ah non, elle est restée, et pour cause, elle est devenue la princesse bien connue. Et le voilà, ce Bahut dont je vous parlais. Quand on dit Bahut, c'est-à-dire, c'est une espèce de coteau comme ça, à une colline dont le sommet est parfaitement plat. Il culmine, celui-ci, ce Bahut de Saint-Janet, à 802 mètres d'altitude, et il domine la vallée de la Cagne. Très jolis effets. Alors en plus aujourd'hui on a juste les nuages qu'il faut pour faire de très jolis effets de relief et de lumière. Ça donne un paysage à couper le souffle. Vous voyez à quel point Saint-Janet, qui est sur l'adresse, c'est-à-dire sur la partie éclairée par le soleil, est bien placé juste à l'abri du Bahut. Et l'on va retrouver la course. C'est ça qui est fort au Tour de France, c'est que tout en faisant des visites, on ne perd jamais notre fil conducteur de vue, et le fil conducteur, ce sont les coureurs, n'est-ce pas? Bien sûr, mais c'est aussi du documentaire en direct, mon cher Franck. Je crois que c'est le seul cas au monde. Voilà. Nous avons les moyens qui permettent, le savoir technique qui permet de faire du documentaire en direct. C'est incroyable. Je suis témoin, mais Jaja n'a pas baillé. Il a fait bien attention. Ouais, je me suis retenu. On va retrouver la course justement, et alors je sais pas s'il baille, mais c'est Thomas Vauclair qui est avec les hommes de tête, et des hommes de tête qui n'ont que 2 minutes 20 d'avance sur le peloton, Thomas. Oui, non, c'est pas l'heure de la sieste encore, c'est plutôt le créneau 14h30, 15h, donc là j'attends un peu pour fermer les yeux. Mais je vous le signalerai, pour pas que vous veniez me demander mon avis, vous me laissez un petit quart d'heure, 20 minutes. Blague à part, oui non, on vous avait parlé très justement de cet écart pour inciter les équipes. Moi j'ai une explication peut-être pas différente mais complémentaire. Les équipes de sprinteurs, là c'est un parcours qui leur va bien, c'est-à-dire que c'est un parcours plat. On sait que les sprinteurs, on l'a vu hier, et ils sont pas à l'aise dans les grimpeurs, dans les classements grimpeurs. Quand ça monte dans la montagne, ils sont vite décrochés. Donc l'intérêt des équipes de sprinteurs, dont la Deceuninck pour Sam Bennett, c'est de conserver un écart très raisonnable dans cette première partie d'étape, on va dire entre guillemets plate, et ce qui leur permettra aux équipes de sprinteurs en tête de peloton d'aborder les ascensions avec un débours aux alentours de 2 minutes 30, 3 minutes, et de monter doucement afin de laisser grandir l'écart, mais surtout de ménager leurs sprinteurs pour que leurs sprinteurs ne subissent pas un rythme trop élevé dans ces différentes ascensions. Voilà un petit peu mon analyse. Très bien, on l'a vu également à l'avant, ça roule vraiment tranquille, les échappées pas se dérouler sans appuyer fort non plus sur les pédales, donc on peut considérer effectivement que cette étape pour l'instant elle fait du bien à tout le monde. Voilà. Hier ça a été disputé à un rythme soutenu, il y a eu de belles attaques en finale, mais ces 2 cols de première catégorie ont quand même fait mal à la majorité des coureurs du peloton, surtout au lendemain de la première étape qui avait été marquée par de nombreuses chutes, et aujourd'hui on a besoin un peu de reprendre ses esprits, de souffler et de retrouver quelques sensations.
D'ailleurs, ça fait du bien, hein, la majorité du peloton, c'est pour ça qu'on les voit beaucoup parler entre eux, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire depuis le départ du Tour de France. Nous sommes sur la commune du Castellet et voici cette bergerie fortifiée qui a servi à toutes sortes. On peut dire qu'elle a eu bien des usages au fil des siècles. Elle est, comme vous le voyez, complètement... Elle fait partie de l'éperon rocheux. Hein. C'est un endroit qui a été habité dès la plus... J'allais dire de la plus haute antiquité, c'est même plus vieux que ça. Il y avait déjà un habitat préhistorique. Alors vous voyez le donjon, hein, cette bâtisse à étages, qui fait à peu près une bonne douzaine de mètres, un petit peu délabré, et puis la bergerie qui fait 37 mètres de long derrière. Particulièrement beau, hein. C'était un fief seigneurial à une époque cet endroit. La bergerie du Castellet, juste à côté de Saint-Genès. On est aux portes de Vence, là. À Vence. On y arrive. Ça rappellera de bons souvenirs à un certain Rudy Mollard qui avait gagné une belle étape à Vence sur Paris-Nice il y a 2 ans, et ce jour-là, l'étape partait précisément de Sisteron. Et il avait gagné pratiquement à domicile. Oui, parce qu'il habite dans la région, c'est vrai, Rudy Mollard. Eh bien, je crois que les coureurs traversent Vence actuellement, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Nous y sommes à Vence. Et Rudy Mollard qui a monté une fondation, une école de vélo. C'est avec un Sofungana, et le but c'est d'aider les enfants au sein des écoles au Kenya. Ils ont créé un puits pour l'eau potable, des sanitaires pour les filles, une cuisine, une cantine pour que les enfants puissent tous manger le midi, l'électricité, internet, fourniture scolaire. Donc ils ont créé une école de vélo, et si vous voulez les soutenir, eh bien financer le projet. Ils ont mis en vente des tenues de vélo, maillot au cuissard, maillot au nom de la Sofungana. Vous pouvez retrouver le lien sur son Facebook. On va quitter France 2, on se retrouve dans quelques secondes en direct, toujours bien sûr sur France 3. Vous ne manquerez rien de cette 3e étape du Tour de France 2020 entre Nice et Sisteron. A tout de suite sur France 3. Bienvenue sur France 3, c'est la 3e étape du Tour de France. Nice, Sisteron sous un ciel de plus en plus chargé. On a quitté Nice sous le soleil, sur les coups de midi 10, lorsque le départ de cette 3e étape a été donné. On s'approche des reliefs, parce qu'il y a du relief aujourd'hui entre Nice et Sisteron, et le ciel est en train de se couvrir. 3 hommes à l'avant, on le rappelle, avec Jérôme Cousin, Benoît Cosnefroy, Anthony Pérez, 3 Français qui ouvrent la route, et le peloton qui contrôle s'est échappé. Le peloton emmené par l'équipe de Koenig Quick-Step, les équipiers bien évidemment du maillot jaune, Julien Alaphilippe. Regardez Vence, oh là, ça c'est beau. Magnifique avec la place. Vous voyez au centre, l'arbre sur la place, là devant l'hôtel de ville, c'est un frêne qui a quelques 482 ans, figurez-vous, parce qu'il a été planté là par le roi François Ier lors de sa visite en 1538. Vence est une ville d'art, bien entendu. C'est là que Matisse est venu se réfugier pendant la guerre. Je vous ai un petit peu parlé des bombardements sur Nice, notamment les bombardements alliés de 1944. Eh bien, pour fuir tout cela, Matisse était venu s'installer à Vence et il y a vécu jusqu'en 1949. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a pu donner la pleine mesure d'un talent extraordinaire dans cette chapelle du Rosaire, qui a été béni en juin 1951 et qui présente un certain nombre de vitraux qui sont en quelque sorte, la voici. Vous l'avez sur la partie gauche de l'écran, cette chapelle du Rosaire que Matisse a entièrement décorée. L'intérieur est tout blanc, vous voyez, que ce soit l'extérieur aussi d'ailleurs, et voilà les vitraux qui sont en quelque sorte un véritable manifeste de modernité. Vitraux élaborés par cet artiste qui avait 77 ans à l'époque et qui, Matisse, a donné par ailleurs à ce sanctuaire un certain nombre de ses œuvres. Voilà, vous les voyez là maintenant sur ces grands murs. Un grand dépouillement, une belle pureté, c'est un lieu de recueillement absolument extraordinaire, hein, cette chapelle de 1951 qui a donc été inaugurée après le départ de Matisse de Vence. Vence, c'est la ville des, comment on appelle ça, vous savez, les craquelins, évidemment.
craquelins vensois. C'est une spécialité, le craquelin, c'est une spécialité qui est due à la pâtisserie Palanque. On est à la 3e génération de Palanque, hein. C'était Joseph Palanque en 1927 qui avait inventé ce craquelin. Ah, voyez la chapelle, regardez la chapelle de Matisse, si je puis dire, la chapelle du Rosaire, avec la course qui passe juste au deuxième plan. Il faut ouvrir un grand scénario là parce qu'on commence à sentir le romarin, la lavande. Ça commence à nous annoncer la belle, toute la région de Grasse où nous allons nous promener tout à l'heure. Enfin, quand je dis promener, où nous allons courir tout à l'heure. Avec Jérôme Cousin, Anthony Pérez et Benoît Cosnefroy. Alors bien sûr, Pérez et Cosnefroy, eux, vont se disputer les points du Grand Prix de la Montagne. Il y a 4 ascensions répertoriées, je vous le rappelle. C'est peut-être l'occasion de redécouvrir le parcours de cette 3e étape qui part de Nice, direction donc Sisteron. On met le cap à l'ouest aujourd'hui, au nord-ouest, avec donc cette arrivée dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis on l'a dit, hein, du relief, 4 ascensions, on va monter jusqu'à 1160 mètres d'altitude. Les 117 premiers kilomètres sont très tourmentés, 4 ascensions. En revanche, le final sera plus facile, moins de relief dans le dernier tiers de l'étape en direction donc de Sisteron. Voilà le col de l'Orme, la traversée de Digne-les-Bains. Et pour finir, l'arrivée à Sisteron, arrivée inédite à Sisteron, donc dans l'histoire du Tour de France. On va retrouver nos envoyés spéciaux au cœur de la course. On commence avec la moto-son située à l'avant. C'est Thomas Vauclair. 2 minutes d'avance pour les hommes de tête. Thomas, pour l'instant, l'échappée est bien contrôlée par le peloton. Oui, comme bien contrôlé, comme disait Laurent Jalabert, c'est pas très dur pour le peloton de contrôler. Pourquoi? Parce que ces 3 hommes ont bien compris que la route était longue et puis que ça ne servait à rien de... Allez, je vais employer un terme du jargon cycliste, ça ne servait à rien de bourriner. Bourriner, c'est appuyer sur les pédales sans gérer son effort. Voilà, le peloton les maintient à distance, mais c'est surtout eux qui roulent cool parce qu'ils ont besoin de force. Déjà, en ce qui concerne Anthony Pérez et Benoît Cosnefroy, pour se disputer les grimpeurs, et ensuite pour aller le plus loin possible. Et 3 Français qui ouvrent la route, c'est à noter, une échappée 100% française à l'avant. Merci Thomas. Alors bourriner, hein, verbe du premier groupe, avec 2 R je crois. Franck, 2 R à bourriner. Vous me permettrez de rester un peu... de rester sur la réserve.